Le sable chauffe vite sous le soleil de l'Assam. Autour, le Brahmapoutre avance lentement, immense, presque silencieux. Puis parfois, sans prévenir, le fleuve déborde, déplace les terres et transforme le paysage. Ici, certaines îles apparaissent puis disparaissent au fil des années, des morceaux de sable exposés au vent, à la chaleur et au cru. À certains endroits, il n'y a presque rien, pas d'ombre, pas d'arbre assez grand pour retenir l'humidité, seulement une lumière blanche qui écrase le sol. L'air semble trembler au-dessus du sable. L'image reviendra souvent dans les histoires racontées sur lui, pas comme une scène spectaculaire, plutôt comme quelque chose de simple et difficile à oublier. À cette époque, Jadav Payeng est encore un jeune homme de l'Assam, dans le nord-est de l'Inde. Il est souvent associé à la communauté Missing, installée depuis longtemps dans cette région traversée par le fleuve. Le Brahmapoutre fait partie du quotidien ici. On grandit avec ses saisons, ses débordements et ses changements de courant. Jadav connaît ce territoire, les terres fragiles qui s'effondrent après les pluies, les zones que l'eau recouvre puis abandonne, les endroits où presque rien ne pousse longtemps. Son surnom, Molai, n'a encore aucune importance particulière. Plus tard, pourtant, ce nom restera attaché à une forêt entière. À ce moment-là, personne ne parle encore du Forest Man of India. Il n'a pas de réputation particulière, pas de moyens importants et pas de projet connu. Et quand il voit ce banc de sable presque vide, il ne réagit pas comme quelqu'un qui voudrait accomplir quelque chose d'extraordinaire. Selon les récits rapportés au fil des années, il commence simplement à planter. Au début, il apporte surtout du bambou, quelques pousses, quelques graines, presque rien à l'échelle du fleuve. Le sol est difficile, le sable retient mal l'eau, la chaleur assèche rapidement les jeunes plants et le vent peut casser les pousses les plus fragiles. Au-dessus de tout cela, il y a toujours la menace des crues. Une montée d'eau suffit parfois à effacer des semaines d'efforts. Certaines plantes meurent presque aussitôt, d'autres ne tiennent que quelques jours. Mais Jadav Payeng continue. Il transporte des plants, apporte de l'eau quand il le peut, et protège certaines pousses avec ce qu'il trouve sur place. Puis, il observe quelles espèces survivent, lesquelles résistent mieux à la chaleur, et les endroits où le sable garde un peu plus d'humidité après la pluie. Petit à petit, d'autres arbres apparaissent, des espèces locales, des herbes hautes, des arbustes capables de retenir davantage l'humidité dans le sol. Pendant longtemps pourtant, le lieu ressemble encore à une étendue sèche traversée par le vent. Les années passent. Le fleuve continue de modifier les contours des terres. Les saisons reviennent avec leur chaleur, leur pluie et leur crue. Et au milieu de ce mouvement permanent, certains arbres commencent à tenir. Leurs racines stabilisent un peu le sol. L'ombre reste plus longtemps sur certaines zones. Au lever du jour, l'humidité disparaît moins vite du sable. D'année en année, les branches deviennent plus épaisses. Le vent circule autrement entre les troncs, et certaines zones autrefois exposées restent maintenant couvertes plus longtemps. Les jeunes pousses deviennent des arbres plus hauts. Les branches se croisent. Peu à peu, le lieu cesse d'être seulement un morceau de sable exposé au soleil. Il devient une forêt. Une forêt que beaucoup appelleront plus tard Molai Forest. Molai est le surnom de Jadav Payeng. Avec le temps, son nom finit par rester lié à cet endroit. Sa superficie est aujourd'hui souvent estimée à environ 550 hectares. Quand on regarde certaines images aériennes, la forêt apparaît comme une masse verte,
au milieu des zones plus sèches du fleuve, et il devient difficile d'imaginer qu'au départ, il n'y avait là qu'un banc de sable brûlant. Avec les arbres, d'autres formes de vie réapparaissent peu à peu. Le matin, certaines zones restent humides plus longtemps. L'ombre couvre maintenant une partie du sol et les feuilles ralentissent le vent. Des sons reviennent aussi. Des oiseaux traversent les branches, des insectes réapparaissent dans les zones plus denses. Dans certaines parties de la forêt, des traces restent visibles dans la terre après la pluie. Puis des animaux plus grands apparaissent à leur tour. Des sources évoquent la présence de cerfs, de singes et parfois d'éléphants traversant certaines zones de cette forêt. Quelques récits mentionnent aussi des tigres aperçus dans les environs, même si ces informations restent souvent rapportées avec prudence. Ce qui semble certain en revanche, c'est que le lieu n'est plus vide. Là où il y avait un banc de sable fragile, il existe désormais une forêt dense, traversée par des sons, de l'ombre et des mouvements. Et pourtant, Jadaf Payeng continue souvent à parler de ce travail avec simplicité. Pendant longtemps, son histoire reste surtout connue localement. Puis des journalistes, des photographes et des documentaires commencent à montrer cette forêt née au bord du Brahmapoutre. Le nom de Jadav Payeng circule alors bien au-delà de l'Assam. On lui donne un surnom, le Forestman of India. Mais derrière ce titre presque mythique, il a passé une grande partie de sa vie à planter, à protéger certaines pousses et à laisser le temps faire le reste. En 2015, le gouvernement indien lui remet le Padma Shri, l'une des plus hautes distinctions civiles du pays. Une reconnaissance arrivée après des décennies de travail. Entre les premiers bambous plantés autour de 1979 et cette récompense nationale, presque toute une vie s'est écoulée. L'histoire de Jadav Payeng semble suivre une autre logique, une vie construite autour d'un geste répété pendant des décennies. Peut-être qu'une vie ne se mesure pas toujours à ce qu'elle bouleverse d'un seul coup. Peut-être qu'elle se mesure aussi à ce qu'elle accepte de recommencer, sans bruit, pendant des années. Alors la vraie question n'est peut-être pas de savoir combien d'arbres un homme peut planter, mais combien de temps il peut continuer à croire en une forêt quand il n'y a encore devant lui qu'un morceau de sable.